Hey, 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 hey. Hey, na, hey, oh. Hey, 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 hey. Hey, na, hey, oh. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la première carte associée à la 11e mère, celle qui marche dans sa grandeur, qui va concerner un thème en plein dans l'enseignement. Ça va être le thème des loges de la Lune. Alors, ces fameuses loges de la Lune, je suis vraiment heureuse de vous permettre de lever le voile sur ces lieux vraiment importants pour la transmission féminine. Mais tout d'abord, je voudrais préciser quelque chose pour celles qui n'auraient pas la nouvelle édition, qui seraient surprises par ce thème qui définit la 11e mère, celle qui marche dans sa grandeur. Alors, c'est effectivement un mot qui a été choisi pour la nouvelle édition par Anne Delmas, qui, lorsqu'elle l'a revu, a décidé vraiment de nous offrir ce mot et je la remercie énormément parce qu'il vraiment donne du sens à ce mot anglais qui était difficile à traduire, qui était walks tall woman. Donc non pas une femme grande qui marche, c'est-à-dire une femme grande par la taille en centimètres, mais au contraire une femme qui marche en étant grande, c'est-à-dire qui marche vraiment droite, digne par rapport à elle-même. Donc marcher dans sa grandeur, c'est un peu un néologisme, mais ça permet vraiment et ça a vraiment le mérite de pouvoir nommer quelque chose qui n'est pas forcément facile à percevoir et qui est de l'ordre du subtil, donc d'un alignement avec soi-même. Donc cette femme qui marche dans sa grandeur, vous vous rappelez du conte, vraiment de cette femme qui marche dans sa grandeur, qui va expérimenter aussi sa vulnérabilité et qui va concevoir ces rituels qui permettent aux femmes de se retrouver pendant le temps de leur lune. Et donc la loge de la lune, eh bien, si on écoute ce conte, c'est le rituel, la cérémonie, la pratique qui va être héritée de la création, de l'innovation de cette femme qui marche dans sa grandeur. Donc, je suis vraiment heureuse de partager ça avec vous. Alors, ces loges de la Lune, elles étaient aussi appelées les Black Lodge ou les loges noires des femmes. Et ce mot lodge en anglais, eh bien, il désigne un lieu, un espace consacré dans lequel, pour les loges de la Lune, les hommes n'avaient pas le droit d'entrer. Mais suivant les tribus, eh bien, ça pouvait ressembler à différentes choses. Vous voyez, par exemple, les sweat lodge, les endroits, les huttes de sudation, elles étaient des perches de saule recourbées, recouvertes ensuite de peau. Et vous voyez bien que par rapport à cette carte donc, que vous avez vue là dans l'introduction, ça ressemblait plutôt à un tipi. Ça portait quand même le nom de lodge. Donc, en fait, retenez surtout que ça désignait un endroit. On va commencer par une première définition, comme d'habitude, pour pouvoir appréhender un petit peu ce site particulier. La loge de la Lune est un lieu dédié à la femme. C'est l'endroit où les femmes se retrouvent durant leur période menstruelle pour ne faire qu'une avec les changements qui ont lieu dans leur corps et se reconnecter les unes aux autres. Il y a bien longtemps, les femmes qui se trouvaient dans cette période très particulière de leur cycle étaient soulagées de leurs obligations familiales et pouvaient se retirer dans la loge de la Lune afin de profiter de la compagnie de leurs sœurs. Donc vous voyez là qu'il est question d'un lieu, oui, mais il est aussi question d'un temps. Et donc ce temps, c'est celui des lunes ou du coup des règles. Et donc c'était important pour les femmes que ce lieu existe, mais vous allez voir au fur et à mesure de cette carte que c'était aussi important pour l'ensemble de la tribu. Une première chose vraiment à préciser d'abord, avant d'aller plus loin, et que nous rappelle vraiment Jamie, c'est que si les femmes n'étaient pas autorisées durant ce temps des lunes à préparer la nourriture, à danser ou à participer à des activités avec les hommes, donc vraiment seulement pendant leur lune, ce n'était absolument pas parce qu'elles étaient sales ou impropres d'une quelconque manière. Cette tradition des femmes qui se retrouvaient dans la loge de la Lune pour se retirer, elle prend sa source dans le besoin des femmes de se ressourcer pendant cette période où elle est stérile. Et non seulement permettre à une femme de se retirer n'était pas une punition, mais c'était considéré comme la plus belle façon d'honorer une femme que de lui permettre cette retraite. Et non seulement ça, mais en plus, c'était aussi un droit qui leur était reconnu, celui d'être nourrie et d'être régénérée par terre-mère
alors que durant tout le reste du cycle lunaire, eh bien, elles avaient pris soin des autres. Et donc maintenant, c'était leur tour. On va utiliser une petite citation. Jamie nous dit que traditionnellement, lorsque la femme est honorée en tant que mère de la force créatrice, le temps de ces lunes est considéré comme sacré. Les femmes étaient les mères qui permettaient à la tribu de s'agrandir en portant les enfants, qui fertilisaient les récoltes grâce à leur connexion à Mère-Terre et qui portaient les rêves de leur nation dans leur utérus jusqu'à ce qu'ils deviennent réalité. Durant le temps de leur lune, elles étaient stériles et ne pouvaient pas concevoir. Alors cette période était pour elles un temps de repos. Insister pour qu'une femme continue à s'acquitter de ses obligations familiales ou de ses tâches quotidiennes aurait mis à mal le temps de reconnexion dont la femme concernée avait besoin, et cela aurait pu engendrer la fureur de Terre-Mère. Ainsi, si le droit d'une femme à se reconnecter avec Grand-Mère Lune et ou Mère-Terre lui était refusé, alors la fertilité et l'abondance ne seraient plus assurées pour la tribu ou pour la nation en question. Donc, eh bien là, on voit vraiment que ce n'est pas une punition. Et peut-être que vous l'avez déjà entendu, même nous, dans notre culture occidentale, parfois on est encore imprégné de cette notion de saleté. Il faut cacher, il faut vraiment éviter qu'il y ait des odeurs, des traces. Il ne faut pas que ça se voit. Et en plus, il faut continuer à faire comme le reste du temps. Et peut-être que vous avez, vous aussi, entendu ou reçu dans votre éducation des interdictions. Par exemple, me concernant, c'était la mayonnaise, que la mayonnaise ne prendrait pas si j'étais en lune. Donc vraiment, on peut saisir cette occasion de concevoir, même si on n'est pas de tradition amérindienne, mais qu'il ne s'agit pas de quelque chose d'impropre ou de sale, mais de pouvoir vraiment recevoir la guérison, que ça pouvait être un temps justement consacré à autre chose que des tâches quotidiennes et qui était bien plutôt un droit qui permettait d'honorer et d'être honoré plutôt qu'une punition ou la marque d'une quelconque saleté ou impureté. Et avec cette citation, du coup, vous voyez mieux aussi comment prendre soin d'elle-même pour les femmes, c'était aussi permettre pour la tribu de prendre soin de tout l'ensemble des habitants et des membres de cette tribu. Donc si les femmes prenaient soin d'elles, eh bien la tribu prenait soin d'elles aussi. Donc, on a une première base pour cette loge de la Lune, donc le lieu où les femmes se retrouvent, l'endroit où elles se reposent et l'endroit où elles peuvent être nourries et régénérées par terre-mère. Mais il y a encore vraiment beaucoup plus de choses à dire à propos de ce lieu et beaucoup de choses à révéler sur ce qui se passait dans cette fameuse loge de la Lune et qui va être reliée à de nombreux enseignements. À partir de cette base, qui était donc que les femmes se défaisaient de toutes les vieilles énergies qu'elles portaient durant le cycle précédent pour se préparer et se reconnecter à la fertilité de terre-mère dont la femme était la représentante, eh bien, cette base, voilà, qui faisait de cette femme la représentante de terre-mère et donc la pourvoyeuse d'abondance et de fertilité, ça permettait qu'elle puisse prendre du temps pour elle et l'empêcher de faire cela, ça devenait un danger pour la tribu. Donc, à partir de cette base, eh bien, on va continuer à aller plus loin. Donc, ça va devenir aussi euh, un temps de connexion et de reconnexion pour les femmes à leur propre corps, qui va être relié à la connexion et aux enseignements reçus de Terre-Mère, leur véritable mère, et de la Lune, leur véritable grand-mère, comme le dit Jamie. Donc, la loge de la Lune devenait, en plus de tout ça, un lieu d'apprentissage. Dans ce lieu d'apprentissage, on en aurait donc le besoin de retraite de la femme, mais en plus, eh bien, on se reconnectait à la Terre et puis à la Lune, et on allait apprendre de plus en plus de choses sur le rôle de la femme à l'intérieur de la tribu. Donc, d'un côté, les femmes qui étaient reliées à Terre-Mère, eh bien, ça concernait leur capacité fertile et l'abondance dont elles étaient génératrices. Mais du côté de leur lien à Grand-Mère Lune, eh bien, il allait s'agir de leur capacité de tisser. Parce que comme Grand-Mère Lune était la tisseuse du cycle des marées, eh bien, la femme allait devenir finalement la tisseuse de ses flux et de ses reflux du cycle menstruel qui dépendent de Grand-Mère Lune. On va utiliser aussi une citation pour
aller un petit peu plus loin. Chaque femme, disait Jamie, reçoit des enseignements à propos du cycle lunaire lorsqu'elle est prête à devenir une tisseuse de flux, tout comme sa grand-mère, la Lune. Elle apprend à respecter son corps et ses besoins. Il est montré à chaque femme ce qu'être de sexe féminin signifie, et chacune est préparée à prendre son rôle parmi les autres femmes de la tribu. Ceci inclut apprendre les devoirs qui incombent à une épouse et à une mère, apprendre l'artisanat, développer sa créativité, savoir utiliser son intuition, développer ses dons et ses talents, comprendre les cérémonies et les rituels, aider à mettre au monde des bébés et utiliser sa connexion à ses totems et à sa médecine personnelle. Donc là, ça nous permet d'avoir un aperçu vraiment de ce qui pouvait être transmis à l'intérieur de ces loges de la Lune, mais ça ne s'arrêtait pas là. On expliquait aussi toutes les étapes de croissance d'une femme, et donc du coup, les jeunes filles pouvaient les recevoir et les appréhender bien avant d'avoir leur première lune. Mais on leur apprenait également des choses pratiques, comme Jamie nous le dit, donc de l'artisanat qui pouvait s'agir de tissage, de couture, broder des perles ou d'autres choses. Et quand les moments de ces étapes de croissance d'une femme qui la menait vers la maturité étaient arrivés, eh bien, le franchissement de chaque étape était scandé par des rites de passage, donc comme on l'a vu avec une des autres cartes précédentes. À chaque femme de la tribu, il était donc appris l'honneur que constituait le fait d'être une femme et elle pouvait vraiment le vivre avec fierté. Et être femme, ça signifie être mère de la force créatrice, comme on l'a rappelé plusieurs fois tout au cours du cycle d'approfondissement et comme le redit Jamie dans la toute première citation. Et donc, tout se passait dans cette fameuse loge de la Lune qui devenait le centre de la médecine de la femme et qui représentait aussi l'unité de la sororité, puisqu'à force de s'y réunir, eh bien, les corps des femmes finissaient par se réguler et elles étaient en lune, finalement, au même moment, au fur et à mesure. Donc ce fil du cycle lunaire, du cycle menstruel, tissé par Grand-Mère Lune, devenait finalement un lien de sœur, un lien de sororité. Vous voyez donc qu'il y avait un rôle civil, social, qui faisait vraiment partie de ces enseignements et qui était appris ensemble, mais il y avait également vraiment un aspect beaucoup plus sacré et qui concernait le rôle de la femme, mais aussi pour elle-même et par rapport à cette fameuse médecine qui allait lui permettre de marcher son chemin sacré. On utilise une petite citation pour vous en dire plus à ce sujet-là. Donc, selon les mots de Jamie, les femmes honorent leur chemin sacré lorsqu'elles prennent conscience de la connaissance intuitive qui est inhérente à leur nature réceptive. C'est donc en faisant confiance au cycle de leur corps et en permettant à leur ressenti d'émerger à l'intérieur d'elles-mêmes que les femmes sont devenues pour leur tribu des voyantes et des oracles durant des siècles. Vous allez voir comment, pour une tribu en particulier, la tribu Sénéca, et donc cette tradition, eh bien, ça allait devenir vraiment, vraiment important pour chaque femme de pouvoir cultiver ses dons, parce qu'il y avait ensuite vraiment une mission très importante qui était réservée aux mères de clan, qui d'ailleurs ne sont pas du tout étrangères au livre des 13 mères originelles, vu qu'il s'agit là aussi de mères de clan, et vous allez pouvoir en apprendre plus à ce sujet. Donc, chez les Sénéca, c'était une tradition dans laquelle le gouvernement de la nation était assuré par des représentants qui appartenaient aux 8 clans Sénéca. Et chaque clan, eh bien, avait sa propre mère de clan, qui était donc une grand-mère, une femme âgée. Et dans toutes les situations, à tous les moments où il fallait trancher, eh bien, c'était la mère de clan qui avait le mot final pour les décisions qui allaient finalement orienter le futur de leur peuple. Donc les Sénéca comprenaient vraiment que toute croissance et toute évolution non seulement provient, mais aussi doit provenir de la femme. Donc Jamie nous dit que c'est ce qui a été compris vraiment par la tradition Sénéca et qui a ensuite donné forme à cette organisation et que comme les mères de clan, chaque femme eh bien, est capable d'accéder à cette vérité qui va la guider sur son chemin sacré et que pour ça, eh bien, elle doit apprendre à utiliser ses dons et en particulier parmi ses dons, l'intuition et la sagesse qu'elle possède déjà.
ça éclaire en tout cas pour moi cette intention que Jamie a eue de partager les contes et les enseignements des 13 mères originelles et pourquoi elles s'appellent des mères de clan. Voilà, j'espère que ça vous aide aussi à aller un petit peu plus loin et à comprendre mieux cette 11e mère et vraiment l'importance pour une femme de se connaître, d'apprivoiser ses dons et à partir de là, eh bien, de se tenir dans sa grandeur. Et parfois, c'était un rôle qu'elle allait tenir pour elle-même, pour son chemin sacré. Parfois, c'était pour sa famille et puis parfois pour la tribu, le clan en entier. Donc, ces loges de la lune, vous voyez qu'elles sont vraiment importantes et pour la femme et pour sa tribu. On a déjà dit qu'elles étaient aussi nommées les loges noires, les Black Lodge. Alors pourquoi ce mot? Eh bien parce que le noir était la couleur associée à l'Ouest, l'Ouest qui était la place de la femme, le lieu des lendemains, mais aussi le domicile de l'ours. Et la médecine de l'ours, c'est de se retirer pour pouvoir digérer toutes les informations et la nourriture reçue durant toute l'année. De la même façon que la femme pouvait se retirer à l'ouest, donc dans la loge de la lune et dans l'obscurité, pour se retirer, se reposer, honorer tous les cadeaux qui étaient reçus par Mère Terre durant le cycle de la lune passée. Et puis enfin, loge noire, et bien noire comme la nuit, comme le ciel de la nuit, lorsqu'il est éclairé par Grand-Mère Lune. Et donc Jamie nous dit que cette obscurité, eh bien, elle est toute féminine et elle a vraiment rapport à la médecine de la femme. Ce nom de loge noire, il fait encore plus écho à la dimension sacrée de ce qui était partagé à l'intérieur. Donc, on a déjà parlé un petit peu de l'intuition, de la sagesse de chaque femme et comment ça pouvait la faire grandir jusqu'à occuper un rôle important. Mais il y avait aussi les visions et les rêves que les femmes partageaient. Et comme elles étaient débarrassées, on va dire, des tâches quotidiennes, et bien là, elles étaient toutes disponibles pour rêver, pour recevoir. Elles partageaient aussi leurs expériences, leurs talents. Et ça permettait d'enrichir la communauté de l'apport de chacune des femmes, tout comme pour les guerriers, eh bien, se retrouver dans ces lieux destinés dans les sociétés guerrières ou dans les clans de guerriers, destinés à se rassembler en tant que frères, eh bien, ils pouvaient eux aussi apprendre et grandir personnellement et en tant que communauté. Au sein de ces loges noires ou loges de la Lune, eh bien, non seulement les femmes se reliaient à leur vraie mère, la Terre, et à leur grand-mère, la Lune, mais elles apprenaient aussi à devenir elles-mêmes des mères et des grand-mères de la tribu. Ces rôles, nous dit Jamie, elles les exploraient vraiment en profondeur. Pour le rôle de la mère nourricière, eh bien, c'est assez facile. Ça concernait évidemment la grossesse, l'accouchement, et puis aussi comment aimer et prendre soin constamment des enfants, mais aussi honorer les talents des enfants, savoir les guider afin qu'ils honorent et qu'ils développent leurs talents avec joie en grandissant. Quant au rôle de la grand-mère, eh bien là, Jamie va nous partager quelques anecdotes et puis quelques traditions particulières où cette grand-mère était vraiment, vraiment importante. Et donc, on a déjà vu un petit peu son rôle pour le clan, mais là, on va aller un petit peu plus en profondeur dans le rôle de cette grand-mère pour sa propre famille. Donc, Jamie partage une tradition qui avait cours dans certaines tribus et qui consistait quand l'enfant masculin d'une famille atteignait l'âge de 7 ans, eh bien, cette grand-mère, aux 7 ans de l'enfant, allait dans une loge, dans la loge de la lune de sa tribu, et là, elle allait fumer ou rêver la future compagne de son petit-fils garçon. Elle allait donc recevoir des visions et elle allait vraiment la visualiser, la visionner, savoir qui elle était ou qui elle serait. Et elle en parlait ensuite, une fois rentrée à la maison, avec le grand-père. Et là, une fois avoir échangé avec lui, elle allait commencer à coudre la tenue de mariage de son petit-fils et de sa compagne à partir de ce qu'elle avait reçu comme vision. Ensuite, quand cet enfant donc grandissait et quand il avait l'âge de choisir son épouse, eh bien, il allait voir son grand-père. Et avant même d'aller voir le père de la jeune femme, eh bien, il devait d'abord demander la permission à son propre grand-père qui avait parlé donc à sa grand-mère de sa vision lors de ses 7 ans. Si la femme qu'il souhaitait épouser était celle dont avait rêvé sa grand-mère, eh bien, il lui était tout de suite répondu vraiment avec joie dans l'affirmative et on lui disait qu'il épouserait très bientôt celle dont il avait voulu demander la main.
Mais si cette femme n'était pas la femme dont avait rêvé la grand-mère, eh bien, soit on lui disait d'attendre, ou soit on lui disait de chercher une autre compagne. Et cette fonction, eh bien, elle était vraiment révérée par la loi tribale. Ce n'était pas quelque chose de subi, mais au contraire quelque chose de vraiment respecté. Et chaque grand-mère connaissait la taille de son petit-fils et celle aussi de sa compagne. C'était un véritable test de sa capacité de voyance et effectivement, on peut trouver ça assez impressionnant que pendant des années, l'habit ait été conçu, préparé et qu'il aille quasiment parfaitement au conjoint le jour du mariage des années après. Donc, vous voyez un peu la grand-mère dans plusieurs polarités finalement et comment eh bien, sa sagesse, ses dons personnels accumulés, pratiqués au fil des années, étaient véritablement honorés par les tribus amérindiennes. On a parlé un petit peu du mariage du jeune garçon, alors on va équilibrer avec les jeunes femmes. Donc les jeunes femmes et le mariage. En général, il était attendu dans les tribus amérindiennes, donc comme vous l'avez bien su et perçu, j'ai pu le dire au fur et à mesure des cartes, il y avait plus de 350 tribus amérindiennes, donc généraliser, voilà, c'est pas possible. On en parle au sens large, mais évidemment qu'il y a des particularités, hein. Donc, en général, Jamie nous dit que les jeunes femmes, il était attendu qu'elles soient chastes avant, en tout cas, de commencer à être courtisées par les jeunes hommes, et juste avant, surtout, qu'un jeune homme ne finisse par lui faire sa proposition de mariage. Il était aussi attendu des jeunes femmes, puis des femmes mariées, qu'elles soient fidèles. Mais Jamie nous dit qu'il y avait aussi certaines particularités. Donc, par exemple, dans parfois quelques tribus des plaines, la jeune femme, quand elle était courtisée, donc parfois elle n'avait pas qu'un seul, mais plusieurs prétendants, eh bien elle pouvait choisir librement avec qui elle avait envie de partager sa fourrure de bison le soir, jusqu'à ce qu'elle soit OK pour se marier avec l'un de ses prétendants. Et ce processus de sélection, eh bien finalement, il était considéré comme étant du droit de cette jeune femme. Donc la jeune femme et la femme, on a dit que c'était vraiment une extension de terre-mère pour les personnes, les autres membres de sa tribu, mais c'était aussi une extension de la terre-mère dans le sens où les actes de plaisir, les actes d'abondance et de fertilité étaient considérés comme faisant partie de sa nature féminine. Et là, vous voyez en quoi c'est vraiment différent de l'Église catholique qui, pour le plaisir que les femmes pouvaient prendre à l'acte charnel, eh bien, la diabolisait, alors que l'acte sexuel devait servir simplement à engendrer des descendants. Là, évidemment, c'est un acte de plaisir qui va engendrer une fertilité, une abondance, mais le plaisir en fait partie. Et au contraire, c'était salué et même encouragé, reconnu comme une médecine de la femme. Et ça faisait partie de sa vie à part entière. Une petite citation pour vraiment vous donner une idée de ce que ça pouvait signifier ensuite. Lorsqu'elle faisait l'amour pour la première fois, chaque femme était respectée et aimée tendrement, de façon à ce qu'aucun mal ne soit fait à la terre-mère ou à la tribu en maltraitant sexuellement une femme. La sexualité était comprise comme un acte de plaisir naturel et sacré. Chaque femme y était préparée, dans la loge de la lune, grâce aux nombreuses leçons données par les autres femmes. La sexualité était considérée comme un acte naturel de fertilité. Tout comme la terre et le soleil créaient de la nourriture afin que le peuple puisse survivre, eh bien l'homme et la femme engendraient leur descendance grâce à l'amour qu'ils partageaient. Voilà, donc on voit vraiment que cette conception, eh bien, elle est faite dans la beauté et que le plaisir faisait intégralement partie, et même le soin vraiment pris au corps de la femme et à son plaisir faisait partie intégrante finalement de la façon de les considérer chez les Amérindiens. Donc, la femme avait presque toujours le dernier mot, comme on l'a dit, sur l'homme qu'elle épouserait, et certaines exceptions existaient malgré tout, c'est-à-dire les cas où une femme pouvait être prisonnière d'une autre tribu. Et là, à ce moment, il était possible qu'une mainmise vraiment par la tribu qui avait réussi à la capturer eh bien, soit exercée.
Ou alors, il arrivait qu'au sein d'une tribu, donc sa propre tribu d'origine, eh bien, la femme fasse partie d'une famille très pauvre et qu'elle doive donc du coup épouser soit un très bon chasseur, soit un homme riche qui serait capable de subvenir et d'être responsable des besoins et du bien-être des deux familles en entier. Voilà pour une partie, en tout cas, des explications qui concernent le rôle des mères, des grands-mères et puis des jeunes filles et de ce qui était partagé à l'intérieur des loges de la Lune. On a compris l'importance de se retirer aussi nous-mêmes durant nos lunes grâce à tous ces exemples et toutes ces pratiques, et puis ce qu'on pourrait y gagner en termes de compréhension personnelle, de digestion des informations, de régénération. Et ça peut vraiment nous aider à nous donner l'autorisation de passer ce temps, vraiment ce temps pour nous-mêmes pendant nos lunes. Parce que si les enseignements évoluent, si le temps a passé, si nous ne sommes pas du tout en Amérique et parmi les Amérindiens, eh bien notre nature de femme, notre nature féminine, elle, c'est toujours la même. Et donc si nous aussi nous donnons le temps de nous retirer, eh bien nous allons nous aussi en tirer des bénéfices. Or, aujourd'hui, comment est-ce qu'on se comporte vis-à-vis de nos cycles menstruels à l'époque moderne? Eh bien, parfois c'est compliqué. On disait tout à l'heure, déjà, il ne faut pas que ça se sente, que ça se voit. Donc, surtout, il ne faut rien changer par rapport à son comportement habituel. Il faut aller au boulot comme tous les jours. Voilà, parfois même les excuses pour ne pas aller à la piscine ne sont pas forcément acceptées. Donc, il y a plus ou moins vraiment de tolérance et de considération aujourd'hui pour ça, même s'il y a beaucoup, beaucoup de progrès qui sont faits. Et Jamie nous dit que pour elle, en tout cas, son avis, c'est que tous les troubles des organes sexuels féminins qu'on a de nos jours, eh bien, ils disparaîtraient tout simplement si les femmes modernes prenaient le temps, elles aussi, de se retirer et de se régénérer. Et non seulement l'opinion de Jamie, c'est que ça aiderait à guérir, mais qu'en plus, ce serait bénéfique, non seulement pour elle-même, mais aussi pour toute sa famille. Parce que ces sautes d'humeur qui sont naturelles au moment finalement des lunes, eh bien, la famille, elle aussi, a besoin de pouvoir composer avec elle et c'est pas toujours évident. On est bientôt à la fin de cette carte, mais tout d'abord, Jamie va se saisir de l'opportunité de parler des loges de la Lune pour nous parler d'un terme qui est le terme de squaw, utilisé par les Européens et qui désigne souvent la femme ou dans les téléfilms ou dans les films américains et elle va nous aider à remettre enfin les choses à leur place grâce à son témoignage. Donc je vais vous le partager et puis après, il y aura une dernière citation et la carte dans un tirage. Lorsque les hommes ont débarqué en bateau et sont arrivés sur l'île de la Tortue, ils ont accosté sur la côte est et ils ont inventé le mot squaw. Ce mot a été adopté et utilisé alors qu'ils se déplaçaient au fur et à mesure vers l'ouest. Les autres nations amérindiennes ne savaient pas d'où ce mot venait et ils s'en sont servis pour nommer certains territoires de l'Ouest. En vérité, ce mot de squaw est une véritable diffamation de la femme. Il provient d'un mot algonquin qui est nus squaw ou no squaw. Et en fait, no squaw, ça signifie sans pénis. Et les femmes algonquines, eh bien, elles hurlaient ces mots no squaw lorsqu'elles étaient en train de se faire violer. Et c'est de cette façon que les Européens ont entendu et repris ce terme. Donc, appeler une femme amérindienne une squaw, en fait, ça signifie qu'on l'appelle pénis. Et ça détruit non seulement l'honneur de la femme, tout en réouvrant de vieilles blessures. Donc, si les enseignements de la loge de la Lune, nous dit Jamie, et l'honneur que la tribu rendait à la femme étaient enfreints par un homme rouge, ces violations, à l'intérieur des tribus amérindiennes, elles étaient punies par la mort. Afin que ces vieilles blessures puissent être guéries avec succès et de façon créative, il est donc temps pour les femmes d'utiliser cette idée de la loge de la lune et de se retirer dans le sanctuaire de la sororité. Les femmes doivent apprendre à aimer, à comprendre et ainsi à se guérir les unes les autres. Voilà la fin du témoignage de Jamie sur ce terme de squaw. Donc voilà, j'apprécie vraiment cette mise au point et j'espère que vous aussi. On arrive très bientôt à la fin de cette carte, mais juste avant de parler de la carte dans un tirage, une toute dernière citation qui va éclairer la dimension symbolique finalement de ce lieu
qu'est la loge de la Lune. Chaque personne a une polarité féminine et masculine. Chacun peut entrer dans le silence de son cœur pour découvrir la beauté de la retraite et recevoir. La loge de la Lune peut être un symbole aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Se retirer et digérer les émotions que les expériences de la vie ont générées est véritablement guérisseur. Voilà, sur cette nouvelle citation et invitation à se guérir, à se régénérer et à se donner cette autorisation, eh bien, on va parler de la carte dans un tirage. La carte de la loge de la Lune va parler de retraite. Prenez une pause. Vous ne pouvez pas ressentir le pouvoir que vous avez sur les choses en ce moment, parce que vous avez besoin de vous ressourcer et de renouveler votre énergie. C'est une période de stérilité, en un certain sens, parce que vous avez besoin d'être seul, et pour une fois, de vous honorer vous-même. Se retirer n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de force. Sans retraite, le futur ne peut pas prendre sa place dans le présent. Prenez conscience qu'en vous reposant maintenant, vous êtes en train de vous préparer pour le moment où il sera temps de poser des actes fertiles. Être seul en ce moment vous permettra de faire les choses qui vous donnent de la joie sans être interrompu. Rappelez-vous que des miracles ont lieu lorsque vous vous reposez et que vous vous permettez de rejoindre avec douceur l'endroit où vous pourrez prendre un nouveau départ. Voilà, c'est terminé pour la carte de la loge de la Lune. J'espère que vous avez apprécié autant que moi ce que vous avez découvert et appris et que ça va vous inciter à, dans la mesure de votre possible et avec douceur, pouvoir prendre soin de vous et vous offrir ces merveilleux temps de reconnexion avec votre intuition et votre sagesse personnelle. Je vous dis à très très bientôt et je vous souhaite une très très belle journée. Au revoir.